Vous choisissez quoi? Naturel ou synthétique? Imaginons que vous avez une maladie grave et que j'ai un traitement efficace, pas forcément sans effet secondaire, mais efficace. Prenons le cas d'un médicament dont le principe actif serait constitué d'une seule sorte de molécule, tout identique, c'est-à-dire d'une substance qui ne contient aucune impureté. Cette molécule peut avoir soit une origine naturelle, provenant par exemple d'une plante, soit une origine synthétique, c'est-à-dire produite par la synthèse organique dans un laboratoire. Laquelle préférez-vous prendre? Jouez le jeu, mettez pause et répondez-moi en commentaire avant de regarder la suite. Je vous ai posé cette question sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et YouTube, et voilà l'occasion d'analyser vos réponses et de voir ce qu'il en est. Je vous mets les résultats à l'écran, vous pouvez bien sûr mettre pause si vous souhaitez regarder ça tranquillement. Et je vous ai également demandé pourquoi vous répondiez cela. La nature contient une information plus complète, comme dans l'homéopathie. Là, je crois qu'on a vraiment du boulot. Allez, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Aujourd'hui les amis, on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le moment de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Allez, accrochez vos ceintures, ça va secouer. Si la nature crée des produits biologiquement actifs, elle les disperse dans la terre, les végétaux, la mer et les airs. Bref, ils sont présents en très faible quantité dans la nature et c'est pourquoi on a fait appel aux chimistes organiciens pour extraire ou synthétiser les mêmes molécules ou pourquoi pas les modifier pour en fabriquer des nouvelles. Plus de 60% des médicaments sur le marché sont des produits naturels ou des dérivés de produits naturels et ils sont obtenus par purification à partir des organismes producteurs ou encore préparés par synthèse sur le modèle de produits naturels. Bref, on s'inspire beaucoup de la nature. Les médicaments restants sont des produits synthétiques non inspirés par des substances naturelles. Attention, je dis bien synthétiques, pas chimiques, même s'ils le sont. Tous ces composés, quelle que soit leur origine, les naturels comme les synthétiques, sont chimiques, formés par assemblage d'atomes. Mais alors vous allez me dire, pourquoi cette distinction est-elle pertinente? Et bien justement, je vous propose qu'on clarifie une bonne fois pour toutes ce point-là. Origine naturelle, synthétique ou artificielle d'une espèce chimique. Tout d'abord, qu'appelle-t-on une espèce chimique ou une substance chimique? Il s'agit d'un échantillon de matière composé de molécules chimiques identiques entre elles et présentant des propriétés caractéristiques qui sont indépendantes de son origine. C'est important le mot origine. Par origine, on entend la provenance naturelle ou synthétique. Donc cette définition montre déjà que les propriétés caractéristiques d'une molécule ne dépendent pas de cette origine naturelle ou synthétique. Je sais, j'enfonce un peu le clou, mais c'est très important. Une espèce chimique est dite naturelle si elle provient de la nature. C'est par exemple le cas du saccharose, extrait de la betterave ou de la canne à sucre. C'est également le cas de la vitamine C dans les agrumes, de la vanilline présente dans la vanille. Bref, il y a bien trop d'exemples pour que je vous les cite tous. Une espèce chimique est dite synthétique si elle est fabriquée par les chimistes dans le laboratoire ou l'industrie. Par exemple, la vitamine C existe dans la nature, mais celle que vous achetez en pharmacie est synthétisée en laboratoire. Il s'agit donc de vitamine C synthétique. Oula, c'est chimique ça. Ça fait mal, hein. Pas plus et pas moins chimique que la naturelle. La vitamine C naturelle ressemble à ça. Et la vitamine C synthétique, c'est ça. Vous avez compris? C'est exactement la même molécule. Donc la vitamine C, qu'elle soit naturelle ou synthétique, est très précisément une seule et même molécule. C'est pas comme si la molécule voyait ses liaisons chimiques abîmées par une synthèse au laboratoire. D'un point de vue de l'action d'une molécule prise pure, sans autre composé qui l'accompagne, la version naturelle est rigoureusement identique à la version synthétique. J'insiste, rigoureusement identique, quand elle est pure. Ce qui peut différer entre un composé naturel et synthétique, ce sont les impuretés éventuelles qui l'accompagnent. C'est le mélange finalement, c'est pas la molécule pure qui va changer. Quant à ce qu'on entend encore trop souvent, C'est chimique ça. la nature elle-même n'est faite que d'espèces chimiques. J'ai même envie de dire, pour provoquer, la nature est chimique. Comprenez donc que lorsque vous dites c'est chimique, vous ne donnez aucun renseignement pertinent. S'il vous plaît les amis, qu'on arrête tous avec le c'est chimique, et puis quand vous entendez quelqu'un dire ça, coup de tête, manchette, balayette, bim bam boum. Non, je plaisante, vous lui envoyez juste cette vidéo, ce sera déjà très bien. Il est plus judicieux de parler d'origine naturelle ou synthétique qui renseigne sur la provenance de l'espèce chimique. Et enfin, il existe une troisième possibilité. C'est lorsque les chimistes synthétisent une molécule que l'on ne trouve pas dans la nature. Dans ce cas, l'espèce chimique est dite artificielle. Je vous donne un exemple, un explosif que vous connaissez sans doute, le TNT, ou 2,4,6-trinitrotoluène,
est une espèce chimique artificielle. On ne la trouve pas dans la nature. Ici aussi, les exemples sont très nombreux, donc je ne vais pas tous vous les donner. Composés, substances, produits, qu'ils soient naturels, synthétiques ou artificiels, tous sont chimiques. Merci. Finalement, l'origine d'une espèce chimique, est-ce que c'est vraiment là l'important? Y a-t-il un lien entre l'origine naturelle ou synthétique d'une molécule et sa toxicité éventuelle? Tout simplement, la molécule naturelle est mieux car elle s'accompagne de moins d'effets secondaires. Alors non, justement non. Comme je l'expliquais avant, la molécule est rigoureusement identique dans les deux cas. Donc il n'y a pas de différence là-dessus. Tiens, mon collègue Fabien Mao, si c'est la même molécule, peu importe sa provenance. Exact, tant qu'on raisonne sur la molécule, prise seule, comme je l'ai proposé dans le sondage, tout à fait. L'origine renseigne donc sur la provenance, mais en aucun cas sur les bienfaits, ou même sur les effets, tout simplement, ou la toxicité de cette molécule. La provenance, par contre, peut informer sur les éventuelles impuretés présentes. C'est quand même une information qui a de l'importance. Donc finalement, ce qui compte pour un chimiste, si par exemple il cherche à fabriquer un médicament, c'est bien l'efficacité au sens large, et éventuellement les autres facteurs qui accompagnent la production de la molécule, plus que la provenance elle-même. Il faut se méfier des idées reçues et fausses concernant les produits naturels. C'est pas parce qu'on traite une maladie avec un produit naturel que celui-ci est dénué d'effets secondaires et de toxicité. Et ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est bon pour la santé. En effet, je pense que tout le monde peut citer des plantes ou des végétaux connus pour leur toxicité. Vous reconnaissez sans doute ici quelques champignons vénéneux, l'amanite phalloïde, le bolet de Satan, la ciguë, dont une décoction servait de poison aux condamnés à mort en Grèce antique. Les pépins de pomme semblent bien anodins, mais ils contiennent de l'amidaline, un composé qui libère un poison violent bien connu, le cyanure. Je vous rassure tout de même, c'est pas en avalant 3 pépins de pomme que vous allez vous intoxiquer. Pourquoi? C'est la dose qui fait le poison. Les belles fleurs de la digitale contiennent de la digitaline, qui est une molécule qui agit sur les contractions cardiaques, et la dose thérapeutique est proche de la dose toxique. Vous voyez en quoi la dose, c'est quelque chose vraiment de crucial, et donc évitez de toucher ces fleurs. La belladone, aussi appelée herbe empoisonnée, est connue comme une plante mortelle. Elle contient de l'atropine, qui, injectée avec une dose faible et très bien contrôlée, a un rôle antispasmodique. C'est aussi un antidote contre les armes chimiques à base de composés organophosphorés comme le sarin. Une fois encore, tout est question de dosage. Effet thérapeutique, effet toxique, les deux sont pas toujours très loin. Et c'est ainsi qu'on constate que bien que naturelle, une molécule peut être toxique et surtout que cela dépend de la dose. Comme le disait bien le médecin suisse Paracelse au XVIe siècle, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Tiens, il y a Laure qui nous dit « Je suis chimiste et pour moi une molécule, c'est une molécule ». Eh bien voilà qui est bien dit. Alors, naturel ou synthétique, comment choisir? Eh bien ma collègue la fée du labo nous propose quelque chose. Pas de différence entre la molécule naturelle et synthétique, on peut à la rigueur étudier le coût environnemental et la potentialisation des effets des autres molécules d'une plante. Yes. En effet, le critère de choix ne doit pas être la molécule elle-même, mais plutôt la limitation d'une ressource naturelle, l'impact environnemental, l'action des autres molécules qui peuvent accompagner la molécule principalement recherchée. Voilà, donc il faut regarder les autres facteurs, c'est pas la molécule elle-même. La nature a énormément à offrir à l'être humain et bien sûr aux chimistes qui s'inspirent d'elle. Pour trouver les produits naturels bioactifs, il faut savoir observer, avoir du flair, du bon sens et ne pas négliger les médecines traditionnelles. Je vous donne un exemple. Prenons le cas ancien du pavot. 3000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens s'étaient rendus compte que lorsque les hommes mâchaient le latex des capsules de pavot extrudées, ils étaient somnolents et ne ressentaient plus la douleur. Et quand on le fumait, on voyait la vie en rose. Comme vous l'avez sans doute compris, ce latex contient un stupéfiant, l'opium. Quelle est ou quelles sont les molécules bioactives au sein de cette plante? Pour le savoir, il vous faut extraire ce que contient cette substance et identifier les composés obtenus. Bref, il vous faut un chimiste. Et certains l'ont fait. Les produits actifs présents dans l'opium sont la morphine et la codéine. Ces deux molécules naturelles nécessitent des procédés chimiques pour les extraire. Là encore, vous voyez que la nature et la chimie ne s'excluent pas. Au contraire, elles se complètent. Signalons que la morphine est le médicament de référence utilisé pour soulager les patients souffrant de très fortes douleurs, comme dans certains cancers, ou suite à des opérations chirurgicales, et à condition d'être correctement dosée. Mais attention, hors contexte et surdosée, elle est aussi dangereuse, bien que naturelle. Quand le chimiste fait mieux que mère nature. C'est le cas quand le chimiste fabrique de nouvelles molécules ressemblant aux produits naturels
mais présentant des propriétés thérapeutiques encore meilleures. Cela a été fait pour de nombreux antibactériens et anticancéreux. Mais comment passer d'une molécule naturelle à une molécule modifiée plus performante? Eh bien, pour vous faire une idée, je vais vous raconter une petite histoire, la saga de la navelbine. La pervenche de Madagascar est une jolie plante originaire de cette île et est largement cultivée dans les régions tropicales et subtropicales. Si chez nous elle est décorative, on lui a attribué historiquement des vertus curatives nombreuses sous forme de décoction, infusion ou macération de ses feuilles. En médecine traditionnelle chinoise, des extraits ont été utilisés par exemple pour traiter le diabète et le paludisme. Ces nombreuses utilisations ont évidemment interpellé les scientifiques, chimistes, pharmaciens et médecins, et des recherches et des essais ont été réalisés pour vérifier l'efficacité réelle ou non de ces vertus, en particulier antidiabétiques, et trouver d'éventuelles autres propriétés thérapeutiques, parce qu'après tout, pourquoi pas. En 1957, l'équipe de Clark Noble au Canada, qui avait isolé l'insuline et recherchait des médicaments antidiabétiques, et Gordon Svoboda, j'espère que je le prononce bien, de la société Eli Lilly aux États-Unis, ont réalisé des essais sur des lapins diabétiques. Mais ceux-ci n'ont pas donné les effets escomptés concernant le diabète. Par contre, de façon inattendue, ces animaux mouraient d'une infection grave favorisée par une diminution massive des globules blancs. Et cette observation a interpellé les chercheurs. Est-ce que ça peut bien être? Et les chercheurs ont pensé aux leucémies, cancer qui s'accompagne d'une prolifération de globules blancs. Alors si la pervenche de Madagascar fait diminuer le nombre de globules blancs, on tiendrait peut-être là une solution pour lutter contre les leucémies, non? Il semblait donc intéressant d'étudier quelles substances présentes dans les feuilles de la pervenche étaient responsables de cette propriété. Et c'est alors que commença un travail d'extraction des molécules présentes, puis de séparation et de purification afin de réaliser des analyses. Le but étant évidemment d'identifier les principes actifs. Parmi les nombreuses substances trouvées, 4 ont retenu particulièrement l'attention des chercheurs. Je vous donne leur nom, il s'agit de la vindoline, la catarrhantine, la vinblastine et la vincristine. S'agirait-il des principes actifs? Il faut étudier l'activité biologique de ces molécules pour le savoir. Les chercheurs ont alors déterminé, à la suite de certaines études, que la vindoline et la catarrhantine ne présentaient pas d'activité antitumorale. En revanche, la vinblastine et la vincristine possèdent cette activité. Ces deux dernières constituent donc les principes actifs. Pour passer aux médicaments, la production de ces molécules est confrontée à la limitation de la ressource naturelle. En effet, on compte 10 mg de vinblastine par kilo de feuilles fraîches et 10 fois moins pour la vincristine. Et ça, c'est un problème majeur pour une production et une commercialisation à grande échelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas synthétiser ces deux molécules au laboratoire? Pour répondre à cette question, il faut donc élucider la structure des molécules. Parmi les chercheurs, le professeur Pierre Potier et son équipe de l'Institut de chimie des substances naturelles du CNRS sur Gif-sur-Yvette s'intéressent activement au sujet. Et que découvre-t-on? Que leurs structures sont très voisines, seule la partie indiquée en rouge diffère. Mais comme vous le voyez, les structures de ces molécules sont très complexes. Et ceci est évidemment une difficulté pour la synthèse au laboratoire. Les chercheurs en profitent pour déterminer aussi les structures de la vindoline et de la catarrhantine. Et là, une surprise les attend. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la catarrhantine présente une grande partie commune avec la partie bleue présente dans nos deux molécules anticancéreuses. Quant à la vindoline, elle est identique à la partie verte de la vinblastine et diffère juste par le groupement rouge de la vincristine. Intéressant. Ainsi, l'observation des structures les mène à penser que les molécules de vinblastine et de vincristine sont le résultat de l'association de la vindoline et de la catarrhantine. Ces deux molécules également isolées dans les extraits de pervenche. Et là, bonne nouvelle, car celles-ci sont en quantité très supérieure au principe actif. Pour 1 kg de feuilles sèches, on aura 1 g de vindoline et 300 mg de catarrhantine, ce qui est bien au-dessus de ce qu'on avait pour les principes actifs. Autrement dit, la vindoline et la catarrhantine sont les précurseurs idéaux pour la vinblastine et la vincristine. Yes! Ainsi, il suffirait d'extraire ces deux molécules plus abondantes et de les accrocher ensemble au laboratoire pour donner les molécules finales correspondant au principe actif. Et c'est ainsi qu'on peut contourner cette limitation de la ressource naturelle. Oui, alors ok, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Démarrent alors de très nombreuses réalisations de synthèse au laboratoire et des analyses plus poussées. On utilise alors une synthèse inspirée par les processus réactionnels se déroulant dans les milieux biologiques. C'est ce qu'on appelle une synthèse biomimétique. Le passage à la vinblastine s'avère difficile mais est enfin réalisé. Une victoire.
Comment sont utilisées ces molécules? Eh bien, la vinblastine est utilisée souvent en mélange avec d'autres principes actifs dans le traitement des cancers du poumon, du sein et des lymphomes. Quant à la vincristine, elle est aussi utilisée le plus souvent en mélange, principalement pour le traitement d'autres lymphomes, dont j'ai du mal à prononcer le nom, lymphome non hodgkinien. Revenons à l'histoire, parce qu'elle ne s'arrête pas là. La découverte de ces deux médicaments a conduit les chercheurs à explorer la synthèse de composés analogues. Ça veut dire qui ont des structures proches et qui pourraient, pourquoi pas, avoir une activité thérapeutique encore meilleure. Pierre Potier et son équipe repèrent un dérivé, la vinorelbine, produit secondaire formé au cours des réactions précédentes et qui a un effet un peu différent de la vinblastine sur les tumeurs. Il s'agit maintenant de créer volontairement ces liaisons chimiques. Après de multiples efforts, aussi bien chimiques que pharmacologiques, un médicament voit le jour sous le nom de la navelbine. Cette navelbine est commercialisée par les laboratoires Fabre en 1984. Ce fut le premier médicament anticancéreux français agréé aux États-Unis. Aujourd'hui, il est toujours fabriqué à partir de catharanthine et de vindoline isolées de la pervenche de Madagascar. Pour passer de la substance naturelle et de son identification au médicament final, cela a nécessité 30 ans de travail, une belle obstination et une passion. Ce médicament contenant comme principe actif une molécule artificielle, synthétisée à partir de molécules d'origine naturelle, permet de traiter tout spécialement les cancers du poumon et du sein. Voilà un bel exemple de la mise en valeur d'une propriété curative d'une substance naturelle et de son amélioration par voie synthétique. Alors, que retenir de tout ça? Quel est le message? Déjà que naturel ne signifie pas sain et sans danger, de même que synthétique ne signifie pas néfaste et toxique. En fait, le côté toxique ou sain n'est pas du tout relié à l'origine naturelle ou synthétique d'une molécule. Naturel ou synthétique, chacun peut avoir des avantages et des inconvénients. Il n'est donc pas raisonnable ni de prôner le tout naturel, ni de prôner le tout synthétique. Je vous propose donc de prôner le tout chimique, car là au moins, on sera tous d'accord, toute molécule est chimique. Molécule chimique, en fait, quand on y pense, c'est un pléonasme. Une molécule est forcément chimique. Finalement, la meilleure réponse à mon sondage était peut-être pas de préférence, car il faut voir au cas par cas en fonction des facteurs qui accompagnent la production d'une molécule. Disponibilité des ressources naturelles, coût environnemental, etc., etc. Beaucoup d'autres exemples existent et je vous incite à consulter les très nombreuses ressources sur le sujet de chimie et nature sur le site Mediachimie. Je vous mets plein de liens en description. J'ai également fait une vidéo sur le sujet avec la symétrie et l'asymétrie en lien avec la nature et ce thème-là. Je vous mets le lien en description parce que ça vous permet d'aller encore un petit peu plus loin. Et voilà les chimistes, c'est tout pour moi. Cette vidéo, elle a été coécrite avec ma collègue Françoise Brénon et réalisée en partenariat avec Mediachimie et je tiens sincèrement à les remercier pour cette chouette collaboration. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo. J'espère que le message est bien passé et que cette histoire vous a intéressé. Moi j'ai vraiment bien aimé construire cette vidéo sur la base de mes interactions avec vous sur les réseaux sociaux, donc je suis plutôt partant pour le refaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Je pourrais vous reproposer ce genre de format un petit peu où je réagis à vos messages. J'espère que ça vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Et voilà les amis, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.